L'idéal politique moderne, c'est cette réconciliation de la liberté et de la loi, de l'État, par la médiation de la raison. Agir conformément à la liberté, c'est agir conformément à la raison, et l'État lui-même doit être le lieu d'incarnation de la raison. Dès lors, être soumis à l'État, c'est la même chose qu'être soumis à la raison, et donc être pleinement libre. Alors cette solution, qui semble parfaite sur le plan théorique, va se concrétiser sur le plan historique, en tout cas la meilleure tentative de concrétisation historique de cette solution politique moderne, c'est la Révolution française. La Révolution française qui va d'ailleurs déchaîner les passions de l'Europe philosophique. Pour l'anecdote d'ailleurs, on dit que Emmanuel Kant, alors qu'il faisait tous les jours la même promenade à un horaire tellement régulier que l'anecdote veut que les habitants de Königsberg auraient pu régler leur horloge sur le passage d'Emmanuel Kant, et bien donc Emmanuel Kant aurait manqué 2 fois à sa promenade. Il aurait une première fois justement le jour de l'annonce de la Révolution française, qu'il l'avait dissuadé de faire sa promenade pour rester lire le journal et avoir les nouvelles les plus fraîches possibles, tandis que la seconde fois qu'il aurait manqué à sa promenade quotidienne aurait été le jour de sa mort. Soit simplement pour illustrer l'importance qu'a pu avoir cette Révolution française dans l'Europe philosophique, parce que justement il y avait l'espoir que la Révolution française soit le passage à la pratique, la concrétisation dans de nouvelles institutions de cette réconciliation parfaite entre liberté, raison et légitimité de l'État. Mais on le sait tous, l'histoire de la Révolution française, elle va de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et puis elle glisse dans la terreur, la figure de Robespierre, et plus encore de la guillotine. La guillotine, l'instrument de la terreur par excellence, que Robespierre va faire actionner tant et plus sous la justification qu'il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la liberté, selon le mot de Saint-Just. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté, c'est précisément l'idée que si vous agissez contre la loi, donc si vous allez à l'encontre de la loi telle qu'elle est portée par le pouvoir mis en place, le pouvoir révolutionnaire, eh bien vous êtes à l'encontre de la raison et vous êtes à l'encontre finalement de la réalisation de la liberté humaine. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté, pas de liberté en dehors de la raison, pas de liberté à l'encontre de la loi. Mais donc on le voit, rien que dans cette expression pas de liberté pour les ennemis de la liberté, on a le principe totalitaire qui est déjà en présence. En fait, on se retrouve face à un État qui est tellement bien justifié, puisqu'il est la raison lui-même et que seule la raison est le principe de légitimité. Donc nous avons un État qui est tellement bien justifié qu'il n'a plus de limites, qu'il peut imposer son autorité, qu'il peut imposer sa loi à l'encontre de toute forme d'opposition, que par définition, aucune opposition n'est légitime et que celui qui veut se dresser contre l'État, eh bien, il se dresse contre la liberté humaine et il peut être arrêté par tous les moyens, même le plus tranchant, celui de la guillotine. Mais alors, ce glissement de la Révolution française, d'un idéal de liberté vers finalement la représentation par excellence de la terreur à travers la guillotine, va susciter énormément de débats au sein de l'Europe philosophique. Le procès de la Révolution française va être en quelque sorte le procès du rationalisme, le procès de l'idéal politique moderne. Est-il finalement possible d'imaginer des institutions qui vont réconcilier liberté et loi à travers la raison? Le courant qui va le plus fortement s'y opposer est le courant romantique. La critique romantique va justement mettre en avant que ce rationalisme moderne repose sur une erreur fondamentale, sur une abstraction. Ce qu'elle pense, c'est la liberté de l'homme, de l'humain, avec un grand H. Pas la liberté des hommes, pas la liberté des femmes, pas la liberté des individus, pas la liberté des êtres sensibles, des êtres concrets, pas la liberté des êtres qui existent en tant que tels. En définitive, le romantisme nous rappelle que nous ne sommes pas
des êtres purement rationnels, des êtres purement abstraits. Nous ne sommes pas des sujets transcendantaux, comme pour reprendre l'expression de Kant. Nous sommes des sujets de chair, de sang. Nous sommes certes doués de raison, mais nous sommes avant tout des êtres finis, ancrés dans des traditions, ancrés dans des contextes, dans des histoires, dans des cultures. Et donc, ce que veut mettre en avant le romantisme, c'est que seul l'homme existe et que l'homme concret existe et qu'en définitive, le rationalisme politique moderne oublie deux éléments, deux divisions qu'il faut plutôt acter comme étant insurmontables. La première division, on va dire, c'est celle du peuple et du gouvernement, de la société et de l'État. On l'avait vu, l'idéal serait que l'État soit la société devenue raisonnable. Mais en définitive, l'État n'est jamais la société devenue raisonnable. La société, elle est toujours une multiplicité, une pluralité, elle est traversée de divisions, de la diversité des intérêts sensibles, elle est fondamentalement multiple. Et l'État, qui serait cette version strictement réconciliée de la société avec elle-même, n'est jamais qu'un idéal vers lequel on peut tendre, auquel on peut aspirer, mais qui, dans aucune forme concrète, n'est jamais parfaitement réalisé. Un État concret n'est jamais pleinement la société réconciliée. L'État, c'est d'abord et avant tout un certain nombre d'hommes, et pas d'hommes abstraits, c'est des hommes, des êtres humains, des êtres sensibles, qui sont en position de pouvoir. Loin d'être la société réconciliée, c'est des individus avec leurs intérêts, avec leurs limites, leurs biais de perception, même lorsqu'ils sont authentiquement sincères, même lorsqu'ils veulent servir le bien commun et l'intérêt général, ils ont toujours une vision partielle, biaisée, potentiellement aussi peu que possible le souhaitent-ils, mais ils ne sont jamais détenteurs pleinement de la vérité. Et donc l'État n'est jamais pleinement la société réconciliée, tout État doit être conscient de ses limites, de sa faillibilité, ça reste jamais que des jugements d'êtres sensibles, certes doués de raison, essayant de poser, d'identifier peut-être la loi la meilleure possible, mais toujours qui font le mieux qu'ils peuvent, dans le meilleur des cas, le mieux qu'ils peuvent dans un contexte donné. Donc, la première division, c'est que l'État n'est jamais l'expression parfaite de la raison. La deuxième division, c'est que la société elle-même, je l'ai dit, elle est plurielle. Elle-même reste fondamentalement divisée et au travers de tous ses intérêts sensibles, la société elle-même n'est jamais une pure raison. En fait, si je reprends la double identité qui permettait la solution théorique, les hommes sont des êtres doués de raison, donc les hommes, la société dans sa diversité, devraient être idéalement ce qui les définit, ce qui fait de la société son essence, c'est qu'elle exprime une volonté qui se veut raisonnable, et la loi, l'État devrait être le lieu où la raison s'affirme. Et dès lors, la société, c'était la volonté de la loi, et l'État, c'était cette loi voulue par la société. C'était comme ça que l'on réconciliait le fait que la société pouvait être soumise à l'État sans perdre sa liberté. Mais si la société, d'une part, n'est jamais parfaitement raisonnable, donc la première identité vole en éclats, que cette société elle reste diverse et multiple plutôt que parfaitement raisonnable, on a donc une première identité qui vole en éclats. Et si d'autre part, l'État n'est jamais le lieu d'expression de la raison, n'est jamais la parfaite rationalité, mais est toujours finalement qu'un pouvoir occupé par des êtres sensibles, c'est la deuxième identité qui vole en éclats. Donc au lieu d'avoir société, raison, État qui s'identifient, on a une société qui n'est pas parfaitement raisonnable et un État qui n'est pas la parfaite expression de la raison. Et donc loin d'être confronté à une solution théoriquement parfaite qui assure une liberté politique totale, au lieu d'avoir donc une unité de la raison et de la liberté, on a le despotisme. Une loi dont on ne sait pas si elle est réellement raisonnable est imposée par quelques êtres humains à l'ensemble d'un peuple qui bien vite cesse de se croire libre.
Alors la critique romantique, elle va dès lors mettre en évidence qu'il importe de renoncer à ce rationalisme abstrait pour revaloriser au contraire les histoires, les traditions, les cultures propres à chaque peuple. Ce qu'il faut, ce n'est pas chercher une institution politique rationnelle parfaite, ce qu'il faut, c'est chercher les institutions les plus adéquates par rapport à la culture et à la tradition d'un peuple donné. Et dès lors, les institutions d'un peuple ne seront pas nécessairement les meilleures institutions pour un autre peuple. Et il faut en définitive renoncer à l'idée qu'il y a des principes politiques premiers, des principes, des fondements institutionnels qui devraient être communs à tout peuple, toute société, en tout lieu donné. Il faut au contraire chercher les institutions qui vont pouvoir être fondées sur des principes propres à la culture et à la tradition d'un peuple donné. En définitive, sur le plan politique, cela signifie que l'État doit épouser les limites d'une communauté culturelle dont l'unité est assurée par des valeurs et une tradition commune. C'est parfois la question culturelle, mais c'est parfois aussi la question religieuse, voire la question raciale. En fait, vous pouvez facilement retrouver là une idée qui va être généralisée ensuite à travers la figure du nationalisme. L'idée que l'État doit correspondre à une communauté nationale qui trouve son identité collective dans des valeurs, des cultures, une religion, etc., des caractéristiques propres à un peuple donné. Et en fait, si je fais cette référence au nationalisme, c'est pour mettre en évidence que si certes, le rationalisme abstrait a pu glisser vers des figures totalitaires, la terreur française en est un excellent exemple, on retrouve au XXe siècle aussi des références totalitaires qui trouveraient leurs racines plutôt dans un nationalisme romantique, dans l'idée, je pense au national-socialisme notamment, dans l'idée qu'il y a une race supérieure, une culture supérieure qui doit s'imposer aux autres et qui forme une communauté dont la volonté doit primer. Mais on peut également penser à de multiples fondamentalismes religieux qui, convaincus de la validité de leurs valeurs propres, de leur culture, de leur tradition, vont également prétendre à imposer une volonté particulière, une volonté donnée à d'autres peuples et les soumettre à leur propre culture. Cela dit, ce serait injuste vis-à-vis du romantisme de pointer uniquement son héritage le plus inquiétant, sa face la plus sombre dans des doctrines ou des organismes, des courants politiques qui ont eu une dimension totalitaire. Il y a également un incontestable héritage démocratique de la perspective romantique. On peut penser de manière certainement très structurante dans l'histoire de la Belgique, mais de la plupart des pays européens, au parti conservateur, parti qui faisait référence aux valeurs dominantes dans la culture d'une société donnée, souvent d'ailleurs, en ce qui nous concerne, les valeurs chrétiennes, et qui ont insisté sur l'importance de préserver un corpus de valeurs communes pour assurer la cohésion de la société. On reviendra sur ce type d'argument dans notre chapitre 4 consacré au communautarisme. Mais on peut penser aussi à toute la défense des minorités culturelles, à l'importance accordée à la préservation du droit des cultures minoritaires, mais également à certains courants féministes qui insistent sur l'importance des valeurs féminines. On voit aujourd'hui combien, de manière récurrente, le fait que notre première ministre soit pour la première fois une femme imposerait un style particulier, moins en testostérone, qui contraste avec, par exemple, la figure d'Emmanuel Macron, suite à la comparaison des discours de l'un et de l'autre. On a souligné combien chez Macron, chez l'homme, la mobilisation contre le coronavirus se faisait dans un vocabulaire guerrier. Nous serions en guerre contre le virus. Là où Sophie Wilmès, elle, incarnation d'une culture peut-être politique plus féminine, allez savoir, je laisse chacun juge la pertinence de ce type de division, elle ne parlait pas de partir en guerre, elle nous invitait à prendre soin de nous et des autres.